Située au pied du massif des Vosges, en plein cœur du vignoble alsacien, Colmar est la plus belle ville du département. Miraculeusement épargnée par les guerres et l'urbanisme souvent dévastateur, elle a su préserver et protéger son patrimoine bâti d'une richesse incomparable. Pour nous la faire découvrir, Albert a passé la main à Guy, alias Ritchie pour les amis. Instituteur à la retraite, il adore croquer des petits dessins humoristiques qui amusent beaucoup les colmariens. Mais à 66 ans, Ritchie est aussi un aquarelliste réputé qui s'émerveille toujours autant devant le patrimoine de sa ville, sa principale source d'inspiration. Il aime s'y promener quotidiennement pour immortaliser des rues, des portes ou des sculptures qu'il affectionne tout particulièrement. Toute la ville de Colmar est tellement belle que forcément ça m'inspire. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que quand je montre mes tableaux aux gens, souvent j'entends dire « Ah tiens, je suis pourtant colmarien, mais je ne connais pas ce coin-là ». C'est peut-être à ça qu'on sert les artistes, obliger les autres à regarder ce qu'ils ne voient pas d'habitude. Fondée en 823, Colmar fut tour à tour allemande et française au gré des partages territoriaux. Pour évoquer ce passé, Ritchie rejoint un historien qui lui a donné rendez-vous devant la maison de naissance du plus célèbre des colmariens, Auguste Bartholdi, qui créa la Statue de la Liberté. Et c'est son ami, Gabriel Bremer, qui va maintenant nous parler de cette histoire. Bonjour Guy. Alors j'ai pensé que c'était par Bartholdi qu'il fallait commencer pour connaître un peu mieux notre ville. Tu as bien fait, évidemment. Tu sais qu'il est né ici? Oui, c'est sa maison natale. Il est né en 1834 et finalement, dès 1836, sa maman, devenue veuve, s'en va à Paris. Et au bout du compte, il aura peu vécu dans cette ville. Et pourtant, il a laissé une sacrée marque, dans la mesure où il est à l'origine de la plupart des statues que nous avons aujourd'hui encore. Oui, effectivement. Et en même temps, il est beaucoup plus connu pour autre chose, puisque c'est quand même le grand créateur de la Statue de la Liberté et du Lion de Belfort. Si aujourd'hui, il a une grande réputation de sculpteur, c'est à cause de ces deux œuvres. Écoute Guy, ça c'est une petite introduction qui a montré que Colmar a quand même une vocation universelle. Alors, on va revenir un peu à des choses plus locales. De Bartholdi, on va passer à Pfister. Oui, volontiers. Et Pfister, c'est un nom tout à fait banal, mais enfin, c'est une grande histoire, c'est surtout une belle maison. C'est juste à côté, je te propose d'aller voir ça, et on enrichira un peu l'histoire de notre ville avec cela. L'histoire colmarienne se déchiffre surtout sur les façades de ses habitations. La plus intéressante d'entre elles est la maison Pfister, située à quelques mètres du musée Bartholdi. Bâtie en 1537 par le chapelier Ludwig Scherer, elle fut richement décorée plus tard à la Renaissance. Alors c'est déjà marrant de dire la maison de Pfister, parce que Pfister, personne ne le connaît, c'était un épicier au 19e siècle qui est entré dans l'histoire pour la bonne et simple raison qu'il a restauré cette maison. Ce qui est passionnant ici, c'est que, au-delà du fait que ce soit une maison peinte, tu as une espèce de balcon à 2 étages d'angle. Alors, il y a un nom un peu savant, c'est un oriel, Erker en allemand. Et l'oriel, comme tu vois, c'est un oriel qui permet de voir les gens à droite, à gauche, qui permet de se rendre compte qui est dans la rue, etc. Alors, les médaillons qu'on voit en façade, là, est-ce que tu peux m'expliquer qui ils représentent? Ils représentent en fait les empereurs du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire les Ferdinand, les Maximilien et Charles Quint. Donc ça, c'est une des choses intéressantes. C'est un véritable livre d'histoire, d'ailleurs. Tu regarderas qu'il y a également un certain nombre de figures allégoriques au-dessus des peintures qui sont tirées soit de l'Ancien Testament, Genèse, comme on arrive à le voir, ou alors des figures allégoriques, tu vois, mais il y a marqué tout en haut à droite avec l'épée Gerechtigkeit, la justice, Glaube, la foi, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de maison, c'est que ce sont des maisons privées. C'est-à-dire que ce sont des marchands qui ont réussi. Et pour une fois, l'expression avoir pignon sur rue veut tout dire. On se rend bien compte que ce n'est plus de l'anonymat, c'est qu'on a réussi et on veut le faire savoir.
À l'image de cette maison Pfister, devenue l'emblème de Colmar, toutes les façades de la ville vous feront voyager au fil des siècles en suivant les évolutions de l'architecture. Mais il est un point stratégique qui résume à lui seul plusieurs époques. Finalement, il y a une économie de moyens absolument géniale en matière d'urbanisme à l'époque. C'est-à-dire, tu as 2 rues, 3 portes, et avec ça, tu as tout réglé. Voilà Guy, ça c'est une place que j'aime bien pour une simple raison. Sur un c'est une très petite surface, tu as pratiquement tous les styles qu'on trouve à la ville de Colmar. Tu as comme une espèce de pâté, de couches successives de Beckhoff en quelque sorte. Tu as le Moyen-Âge, représenté par le bâtiment de la douane ou du coïfus, comme on dit ici, où étaient stockées les marchandises, où on payait également tout ce qu'il faut comme impôt. Tu as ensuite l'important bâtiment de la Renaissance, Renaissance tardive, bâtiment de la fin du XVIe siècle, avec un grand bâtiment, une façade qui ressemble un peu aux maisons de Flandre ou du nord de l'Europe, du nord de l'Allemagne. Puis tu as des bâtiments du XVIIIe siècle classique, la période où l'Alsace est française, avec le bâtiment du Conseil souverain qui est à la fois un parlement, une haute cour de justice et qui est depuis lors un tribunal de grande instance. Tu as même du XXe siècle relativement kitsch, puisqu'on construisait un peu selon le modèle original, donc un peu tout ça. Juste derrière la maison des douaniers, dans la partie basse de la ville, se trouve l'ancien quartier populaire des tanneurs que la municipalité a rénové au début des années 70. Regarde un peu. Là, tu as un quartier ancien, XVIIe siècle, fonction quartier des tanneurs comme dans toutes les villes. C'est aussi l'endroit où à Colmar, les cours d'eau ont leur plus grande déclivité, c'est-à-dire salubrité. Oui, on nettoie. Évacue, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici, autour du coïfus? La triperie, la grande boucherie, c'est-à-dire tous les métiers un peu sales, etc. Oui. Tu as aussi les tanneurs. Donc c'est un quartier qui a une fonction économique essentielle, qui d'ailleurs se voit encore à travers les toits. Les toits où on séchait ces espèces d'escaliers successifs de toits les uns au-dessus des autres. On n'a pas un seul toit, ce sont surtout des surfaces d'exposition pour sécher les pots. Fonction qui a existé jusqu'au XIXe siècle. En vrai colmarien désireux de nous faire aimer sa ville, Ritchie a gardé le meilleur pour la fin. Car il y a une chose que vous devez absolument faire en venant ici, c'est une promenade en barque sur le canal qui traverse la cité et qui lui vaut d'ailleurs le surnom de Petite Venise. Alors, Guy, comment tu vas? Ça va, et toi? Je te remercie. Ah, Alors, tu m'emmènes faire un tour aujourd'hui? Voilà, c'est son ami batelier Daniel Gueur qui va maintenant nous raconter l'histoire de ce quartier magnifique. Ben voilà, donc avant de partir, Guy, tu vois, donc un beau joli pont, là, le pont Saint-Pierre, qui était à l'époque fermé par une herse. Et les maraîchers, à l'époque, lorsqu'ils venaient, ils devaient payer une taxe. Et cette taxe était calculée selon, il n'allait pas décharger toutes les barques, il allait donc sur l'enfoncement de la barque. Et d'où l'idée des maraîchers de faire une barque à fond plat, donc la barque descendait moins, et c'était un vrai casse-tête pour le douanier pour calculer la nouvelle taxe. Fallait y penser quand même. Et oui. Les gars. Et voilà, Guy. Eh oui, super. On est ici en plein dans la Petite Venise. Pourquoi Petite Venise? Parce que chaque maison a une entrée par la rue et une entrée par la rivière. Et ce canal, là, Alors là, nous nous trouvons donc sur la Lauch. En allemand, Lauch, c'est poireau en allemand. Il y a une légende qui dit qu'il y aurait une cargaison de poireaux qui se serait renversée, ce qui a donné le nom de poireau. Oui, il faut bien une explication aux choses. Voilà, très bien. Alors là, c'est une superbe bâtisse très élevée, dis donc. C'est quoi là? Donc tu as une très belle maison, effectivement, à ta droite. Donc c'est l'ancienne maison du maréchal Turenne. Maréchal Turenne qui était très connu dans la guerre d'Espagne, dans le traité de Westphalie, qui a mis fin à la guerre des 30 ans. Donc il a habité plusieurs années ici, dans cette maison. Tu remarqueras que c'est une maison en encorbellement.
Encore bellement, c'est une pyramide inversée. Et comme on payait une taxe au sol, le rez-de-chaussée était très, très petit. Et à fur et à mesure des étages, donc on augmentait la largeur des appartements. Encore une façon de contourner la loi et d'éviter de payer des impôts. Encore, Décidément, on n'a rien inventé de nos jours. Lorsque vous naviguerez dans ce quartier, pensez à bien regarder les motifs des maisons à colombage. Ils ont tous une signification particulière. Tu remarqueras que ce sont des anciennes maisons du XVIe siècle en colombage. Malheureusement, au Moyen-Âge, un incendie avait détruit toutes les maisons, comme elles sont accolées, en bois, donc ça a bien brûlé. Donc tu verras qu'il y a différents signes. Tu as le S ou le X, qui correspond donc à la malédiction. Ça devait être protégé du malin. Exemple encore, tu as un losange. Le losange était un signe de fertilité. C'était généralement la chambre des parents. Ou alors le double losange, que tu peux voir ici, qui était donc un signe de bonne récolte, de richesse. C'est sur cette émouvante découverte de la petite Venise alsacienne que se referme votre voyage dans le Haut-Rhin. Vous savez désormais que l'Alsace offre un formidable panel de trésors historiques, naturels et architecturaux. Autant de lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Dans un instant... Même les endroits désertiques comme ici reposaient sous plusieurs centaines de mètres de glace. Que la terre était toute blanche, comme une boule de neige.